L'invité du Grand Show de l'Info aujourd'hui est Philippe Pascot, qu'on connaît bien sur Sud Radio comme débatteur dans le Grand Show de la présidentielle, pour son dernier livre Du goudron et des plumes, qui est le tome 2 de Délit d'élu, publié chez Max Milo. Philippe Pascot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes un peu chez vous ici. Ah, un petit peu, et je suis quelqu'un du Sud en plus. Alors, votre nouveau livre commence par une série d'hommages à des gens ayant fait preuve de courage pour dénoncer des scandales, comme Julian Assange, Edward Snowden, Édouard Perrin, Hervé Falciani, Antoine Deltour ou Élise Lucet. Comment expliquez-vous que tous ces gens... Stéphanie Gibault aussi. Oui, alors il y en avait beaucoup, j'ai pris juste une petite partie de la liste, pardon. Comment expliquez-vous que tous ces gens aient été abandonnés et sont soit cloîtrés, envoyés devant les tribunaux ou virés? Mais parce que le problème qu'on a en France et dans d'autres pays, c'est qu'on est tout à fait d'accord pour que la justice existe, à condition que personne n'en parle et personne ne la dénonce. Donc quelques siècles plus tard, ce que disait La Fontaine est juste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Tout à fait, la démocratie soi-disant est ouverte et en fin de compte, dès qu'on s'en sert, on vous referme le chaudron dessus la tête. Sud Radio. Philippe David. Le Grand Show. Philippe Pascot, vous êtes un homme de gauche, mais vos livres dénoncent de manière tout à fait équivalente les comportements des politiques de toute tendance, oui. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant même par l'extrême centre. Les politiques sont tous les mêmes une fois qu'ils sont entrés dans le système. Mais le problème, c'est que dès qu'ils ont mis les doigts dans le système, ils mettent aussi en même temps les doigts dans la confiture. Et c'est pour ça que mes livres sont intéressants, c'est que à aucun moment je ne parle de parti politique, je parle uniquement de système et je dénonce le système dans lequel ces gens-là se vautrent, se complaisent, se goinfrent et en même temps nous donnent des leçons de morale. On dit souvent que les politiques français sont hors sol. C'est quand même pas le cas des élus locaux. Alors, non. Vous avez été élu local, J'ai été élu local et tous les élus ne sont pas pourris, tous les élus ne mettent pas les doigts dans la confiture. Je le dis à chaque fois, il y a 618 000 élus pour l'instant. Nous sommes le recordman du monde au niveau d'élus. Je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup plus à partir de mars 2017. Mais tous les élus ne sont pas pourris. C'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Et il n'y a aucune référence maçonnique à ce que je suis en train de vous dire. Il y a de moins en moins d'élus en haut de la pyramide, mais qui se gavent de plus en plus. Et en bas, il y a une grande multitude d'élus qui sont bénévoles, qui se défoncent, qui eux touchent quasiment rien. Et dont on peut être fier parce qu'ils s'occupent vraiment de la vie de la cité. Ils font partie de la France d'en bas, comme disait Jean-Pierre Raffarin ? Ils font partie de la France d'en bas, c'est clair. Philippe Pascot, est-ce que vous avez déjà eu des proches victimes d'une catastrophe aérienne ? Non. Heureusement. La terrible nouvelle est tombée tôt ce matin. Un Airbus A320 avec 66 personnes à bord, dont 15 Français, s'est écrasé en mer Égée pour une raison encore inconnue. L'avion qui reliait Paris à l'Égypte a disparu des écrans radars près de 4 heures après son décollage. Philippe Pascot, que vous inspire cette tragédie ? Il y a beaucoup de tristesse pour les gens qui étaient dans l'avion et pour leur famille. Après, il faut laisser l'enquête suivre son cours et on verra bien ce que ça donne. Et est-ce que vous avez peur de l'avion, peur de prendre l'avion, notamment depuis les attentats du 11 septembre ? Non, pas du tout. Je suis pilote moi aussi, donc j'ai un brevet de pilote d'avion, donc j'ai pas du tout peur de prendre l'avion. Et si on rapporte le nombre d'accidents d'avion par rapport à d'autres accidents, c'est infinitésimal. Pour vous, quand on voit les circonstances, c'est plutôt un accident ou plutôt un attentat ? Très souvent, je constate que c'est du côté des endroits en Belgique, en Égypte, où malheureusement le climat est quand même délétère. Et je constate aussi que, je le rappelle quand même, la France est passée de la 5e puissance de vente d'armes à l'étranger à la 2e. Donc je pense que quelque part, si on commençait par arrêter de vendre des armes, il y aurait moins de problèmes de ce genre-là. Si c'est pas un accident. Oui, si c'est au cas où ce serait un attentat. Philippe Pascot, vous restez avec nous, c'est l'heure de l'économie avec René Girma. Bonsoir René. Rebonsoir Philippe. Alors René, les évadés fiscaux créent de l'activité et donc de l'emploi dans les centres des impôts ? Oui, effectivement, on est en train d'augmenter les effectifs parce que sur les 45 000 demandes de régularisation de ces évadés fiscaux, 30 000 sont encore en attente de traitement. Ils et elles sont nombreux à quitter la Suisse ou Singapour pour revenir sur les bords du Rhône, de la Seine ou de la Garonne. Depuis la fin de l'année 2013, ce sont autour de 45 000 contribuables qui reconnaissent avoir dissimulé des avoirs à l'étranger et qui l'ont signalé au fisc français. Ces redressements rapportent d'ailleurs sur une année autour de 2 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Alors attention, il y a sur ce chiffre des évadés qui sont plutôt de bonne foi. Il y a parfois des comptes qui avaient été ouverts par des parents, voire des grands-parents, des comptes qui vivent leur vie sans transaction régulière. Nous avons changé d'époque. Ce qui était monnaie courante il y a quelques années n'est plus possible aujourd'hui parce que de plus en plus de pays, à commencer par
par la Suisse, ont mis en place des systèmes d'échange automatique d'informations. L'évadé fiscal, qui n'est plus du tout anonyme, préfère avouer sa faute, qu'elle soit vénielle ou plus importante, en espérant que sa bonne foi lui vaille des sanctions allégées. Il y a aujourd'hui en France 8 cellules, 3 nouvelles antennes vont s'ouvrir à Lille, à Nantes, à Hermont dans le Val-d'Oise. Au lieu de 150 agents, ils seront 200 à examiner les comptes de ces délinquants potentiels. René Girma, je sens que Philippe Pascot bout de réagir là, je le vois en face de moi. Non, je boue pas, mais bon, c'est joli dialogue, mais 2 milliards sur tout ce qui est détourné, c'est que dalle. Et là, on fait beaucoup de mousse pour quelques broutilles, quelques lichettes de ce qu'on pourrait récupérer et qu'on ne récupère pas, parce qu'on met pas en place les éléments et les hommes et les moyens pour les récupérer. Je rappelle quand même 1500 milliards de fraude fiscale au niveau des entreprises, donc 2 milliards qui sont récupérés, c'est peanuts. Sud Radio. Philippe David. Le grand show de Philippe Pascot, dans votre livre, vous écrivez « J'ai répertorié depuis 3 ans entre 1000 et 1200 élus, ils sont un peu plus de 600 dans le présent volume, dont j'ai réussi à trouver une trace de turpitude judiciaire. Si on y additionne les cumuls de mandats politiques de chacun, entre parenthèses, la majorité de tous les élus que j'ai répertoriés cumul grave, je vous cite, on arrive à plus de 2000 mandats d'élus. J'ai pu noter parmi ceux-ci une proportion plus importante de délits chez les parlementaires, présidents de région, maires, que chez les 536 519 conseillers municipaux. Bien entendu, ces chiffres sont à prendre avec d'infinies précautions. Ils ne portent que sur des affaires ou des délits dont j'ai pu avoir connaissance, parfois avec beaucoup de difficultés. Il y a fort à parier que bien des faits sont encore cachés. Quelles sont les turpitudes les plus fréquentes, Philippe Pascot ? Détournement d'argent. Prise illégale d'intérêt, corruption. Alors pour expliquer détournement d'argent, c'est-à-dire des pots de vin sur des chantiers publics ? C'est pas forcément des pots de vin, c'est-à-dire des élus qui se mettent de l'argent dans la poche, mais comment ? Parce que tout est déclaré. Mais non, tout est légal, mais il y a plein de choses. Quand vous prenez un terrain, quand vous faites voter un terrain qui est par exemple en zone forestière qui devient en zone habitable, il est évident que si c'est vous le propriétaire du terrain, vous avez un gap énorme. Il y a certains élus qui s'amusent à ça, il y a des détournements d'argent, il y a des gens, j'en ai un par exemple qui sur ses propres terrains faisait livrer des gravats de construction d'autoroutes. Alors c'est totalement interdit. Il y a plein de systèmes qui fait que les gens peuvent se mettre de l'argent. Quand vous êtes à la fois le décideur et que vous savez ce que vous décidez et comment vous le décidez, c'est vachement plus facile pour certains de détourner un certain nombre d'argent. Les déchets, ça rapporte énormément d'argent. Regardez, demandez du côté de Marseille, du côté de Guérini, dans les déchets, ils se sont fait une masse d'argent. Ces braves gens, je dis bien ces braves gens officiellement. Les syndicats étaient peut-être un peu impliqués aussi dans les déchets à Marseille. Il y a toute une chaîne de gens qui sont impliqués dans les délits. Il faut pas voir que l'élu tout seul, il est le seul fautif. Il y a quelqu'un qui signe la lettre, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a une décision du conseil municipal, il y a un contrôle de légalité qui n'a pas été fait. Mais les délits, malheureusement, il y en a de plus en plus et c'est ça qui m'énerve. Vous avez parlé de la prise illégale d'intérêt. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus en détail à nos auditeurs ? C'est quand vous êtes juge et partie, quand vous n'avez pas le droit de faire quelque chose parce que vous êtes à la fois dedans et dehors. Normalement, quand vous êtes élu, vous n'avez pas le droit d'être juge et partie. Et ces gens-là prennent des intérêts dans des endroits où ils ne devraient pas le prendre. C'est aussi simple que ça. Après, il y a plusieurs définitions. Je dis qu'il y a la corruption. La corruption, c'est infernal. Quand vous payez des gens, quand vous payez des élus pour qu'ils fassent quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Il y a aussi des agressions sexuelles chez les élus et chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a pas que les hommes. J'ai aussi découvert pas mal de femmes qui, quelque part, au fur et à mesure qu'ils montaient dans les registres sociaux, avaient quelques turpitudes sexuelles, entre guillemets. Vous n'allez pas vous faire que des amis chez les féministes. On parlait des élus, Philippe Pascot. Oui. Est-ce que pour vous, les patrons du CAC 40, qu'on appelle les grands patrons, sont des gens hors sol? Mais ils sont aussi hors sol que les parlementaires. Ça, c'est bien clair. Maintenant, tous ces gens-là vivent dans une autre planète. C'est une autre case qui se fréquence, qui mangent ensemble, qui vont en vacances ensemble, qui vivent ensemble. On va sur le bateau de l'un, on va dans les mêmes restaurants. Et ces gens vivent en autarcie. C'est ce qu'on appelle une oligarchie. Une caste, et moi je dis bientôt que ça risque de devenir une mafia. Une mafia qui va diriger le peuple, qui lui n'aura rien à dire. Ce que veulent ces gens-là aujourd'hui, et ce qu'ils veulent, c'est que on ne lise plus les étiquettes. Je parle pour les entreprises. Qu'on ne lise plus ce qu'il y a sur les étiquettes et qu'on regarde surtout pas le prix. Et les élus, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne regarde pas quel nom il y a sur le bulletin de vote. Vous voyez, ces gens-là, en fin de compte, ils veulent qu'on soit aveugle. Le second sujet d'actualité, c'est donc la pétition lancée ce matin par Libération, pétition intitulée « Appel des 40 au CAC 40 », dans laquelle les signataires demandent que les salaires des grands patrons ne puissent pas dépasser 100 SMIC, ce qui plafonnerait la rémunération de ces mêmes grands patrons à 1,75 million d'euros par an. Nous sommes avec Sébastien Denaja, député socialiste de l'Hérault et rapporteur de la loi Sapin 2 à l'Assemblée nationale. Sébastien Denaja, bonsoir. Bonsoir.
Parmi les 40 signataires, on trouve, outre Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, plusieurs personnalités socialistes comme Benoît Hamon, Karine Berger ou encore Anne Hidalgo. Est-ce que vous allez les rejoindre ? Écoutez, d'abord, la première chose, réagissant aux propos qui viennent d'être tenus à l'instant sur votre antenne, ça permet de dire que la loi Sapin, c'est d'abord une loi de lutte contre la corruption. Vous voyez ? Ouais, et je voudrais juste aussi ajouter et me permettre de dire que tous les parlementaires ne sont pas hors sol et n'appartiennent pas à une caste qui mange avec les grands patrons du CAC 40. En tout cas, c'est absolument pas mon cas. Quand ce soir, je rentrerai changer les couches de mon fils et que demain, j'irai en grande surface faire mes courses. Ça, c'est un aparté. La deuxième chose, pour répondre à votre question et pas détourner l'attention, sur cette tribune, sur la question de la rémunération des patrons, il y a deux questions. Il y a la question de comment on détermine cette rémunération et ensuite la question de savoir de combien est cette rémunération. À la première question, moi, je réponds dans un amendement que je vais déposer en tant que rapporteur, qui a le soutien de l'ensemble de mes collègues députés de gauche, c'est de dire que l'actionnaire, l'Assemblée générale des actionnaires doit être décisionnelle sur cette question. Donc on répond très concrètement à ce qui s'est passé dans l'affaire Renault, dans l'affaire Carlos Ghosn, où effectivement il y a deux lieux dans une entreprise. Il y a le lieu de la démocratie, de la transparence, c'est l'Assemblée générale des actionnaires. Et il y a le lieu, en lien avec les propos qui ont été tenus à l'instant sur votre antenne, de l'oligarchie et de l'opacité. Donc aujourd'hui, moi, dans une logique de démocratie finalement et de transparence, je pense que c'est aux actionnaires, c'est aux patrons des patrons de déterminer si ce patron-là a droit à telle ou telle rémunération et s'il a droit à telle ou telle augmentation. D'autres pays le font, c'est ce qu'on appelle... Sébastien Denaja, votre amendement, très bien, mais on pourrait l'appeler amendement Carlos Ghosn, à vous entendre, mais si on regarde bien Carlos Ghosn, il a 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros de revenus chez Renault en France et 8 millions de revenus chez Nissan. Donc Nissan, entreprise japonaise. Si demain votre amendement y passe, il va peut-être dire, allez, je prends plus que 2 millions en France et je transfère chez Nissan le reste. Alors ça, des procédés de contournement, c'est effectivement de toute façon toujours possible, puisque même si nous légiférions même sur le montant même de la rémunération, nous ne pourrions le faire que pour les entreprises dont le siège social est en France. Donc ça, de toute façon, le droit international, à un moment donné, permettrait à certains de contourner les règles que nous mettrions en France. Mais pour répondre à votre question, sur celle qui intéresse tout le monde, sur le montant des rémunérations, celle qui choque tout le monde, celle qui nous choque parce que justement on n'est pas hors sol et qu'on voit l'inégalité, l'indécence, le mépris avec lesquels ces grands patrons affichent des montants absolument mirobolants. Bon, ça c'est une question très sérieuse, moi sur laquelle je veux pas me défiler. En tant que député, en tant que citoyen, ça me choque de voir que des patrons les patrons dont on parle affichent des chiffres à plusieurs millions d'euros. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a un principe constitutionnel en France, la liberté d'entreprendre, duquel le Conseil constitutionnel tire un certain nombre de conséquences, qui a toujours fait penser que si jamais on allait jusqu'à mettre un barème, en gros, en tout cas un écart de salaire maximal, nous serions censurés par le Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai que la tribune de ce matin dans Libération, la qualité de ses signataires, Cambadélis, Barthelone, donne envie d'y aller. Donc je pense que le groupe socialiste, dans les tout prochains jours, va réfléchir au dépôt d'un amendement. Justement, permettez-moi de citer un bout de la pétition. C'est parce que le gouvernement a fait en 2013 le pari de l'autorégulation et que celui-ci a échoué. Rien qu'en 2015, la rémunération totale des patrons du CAC 40 a augmenté entre 5 et 11% selon les évaluations pour atteindre un montant moyen de 4,2 millions d'euros par an, soit 240 SMIC. Il faut faire quelque chose. Mais on est tout à fait d'accord. La chose qu'on a faite tout de suite, dès 2012, quand même qu'il faut rappeler parce qu'on oublie de le faire, on l'a fait pour les patrons des entreprises publiques. Ils ne peuvent pas gagner, on ne peut se situer que dans un écart de 1 à 20. Vous voyez, on est quand même 10 fois moins que les écarts que vous venez d'évoquer. Bon, donc il n'y a aucun patron d'entreprise publique vraiment totalement détenu ou en majorité par l'État qui ne puisse gagner plus de 450 000 euros par an. Donc on est très très loin des salaires de Carlos Ghosn, etc. Et effectivement, pour le reste, on s'en était remis à l'autorégulation. Autorégulation, on dit effectivement ça a échoué. Et justement, même le président de la République le dit, même le Premier ministre le dit. C'est pour ça qu'on va déjà faire un pas considérable, c'est le dépôt de mon amendement sur la manière dont on fixe cette rémunération. Et là, aujourd'hui, s'ouvre une deuxième réflexion. Est-ce qu'on va jusqu'à fixer un écart de rémunération pour les entreprises privées ? Alors, sur votre amendement, si l'Assemblée générale refuse, mais que le conseil d'administration accepte, votre amendement, finalement, il ne servira pas à grand-chose ? Ah non, si. Moi, ce que je prévois dans mon amendement, c'est que l'accord de l'Assemblée générale soit préalable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'Assemblée générale est de manière coercitive. De manière coercitive. Exactement, oui, c'est le mot qu'on peut employer.
au moins tout le monde le comprend. L'Assemblée générale est consultée de manière préalable et son avis est définitif et obligatoire. Il s'imposera au conseil d'administration qui ne pourra pas passer outre. Figurez-vous en plus qu'on ne serait pas du tout les premiers à le faire. Les Américains le font, les Allemands le font, les Britanniques le font. Ils appellent ça outre-Manche le say on pay. Donc c'est juste mettre la France dans les standards de ce que font les grandes démocraties occidentales. Les grands pays anglo-saxons. Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui sur la rémunération des patrons « Je pense que la loi n'est pas la bonne méthode ». Vous n'avez pas peur que le gouvernement s'oppose à votre amendement ? Non, absolument pas. Parce que d'ailleurs, je viens de réagir par un communiqué de presse avec ma collègue Sandrine Mastier, qui est responsable du texte de la loi Sapin 2, en disant à Emmanuel Macron, si la loi est le bon vecteur, d'abord, ce que pense le président de la République, il l'a dit lui-même dans une interview radio il y a quelques jours, c'est ce qu'a dit le Premier ministre ce matin aussi dans une autre interview, et de toute façon, je vais vous dire, les députés socialistes, les députés de la majorité, sont déterminés à avancer sur ces questions-là. Et donc si au sein du gouvernement certains ministres émettent des désaccords, je peux vous dire qu'il y a communauté de vues et consensus total sur ces questions-là entre les députés de la majorité. Sébastien Denaja, on a parlé de Carlos Ghosn. Votre amendement est fait pour lui, plus de 7 millions d'euros chez Renault. L'an dernier, Zlatan Ibrahimovic, il a gagné le double, 14 millions d'euros. Si le Parlement légifère sur le salaire des grands patrons, faudrait-il pas qu'il légifère aussi sur le salaire des stars du showbiz et du sport ? Ah mais ça pose effectivement des questions ensuite qui sont en cascade. Je ne sais pas comment il faut le dire. Donc ouvrir ce débat-là, c'est un débat qui va effectivement peut-être plus loin que celui simplement des grands patrons d'entreprise. C'est un débat d'abord qui est posé à toute la société, de voir ce qu'elle tolère finalement, parce que ces stars qu'on acclame, moi effectivement je vais vous dire, à part peut-être pour l'Euro, pour soutenir l'équipe de France, il est rare que j'ouvre mon téléviseur pour regarder un match de foot quand je vois l'indécence effectivement des rémunérations des footballeurs. Donc ne cautionne même pas ce système, moi je regarde plutôt du volley ou du rugby. Ou c'est quand même nettement moins bien rémunéré. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Denaja. Je rappelle que vous êtes député socialiste de l'Hérault et rapporteur de la loi Sapin 2. Philippe Pascot, que vous inspire la rémunération des grands patrons ? Non, ce qui m'inspire surtout, c'est ce que vient de dire Sébastien. Bon, je suis sûr qu'il est de bonne foi, mais c'est encore un amendement, machin, qui passera pas comme d'habitude. On agite un petit peu le drapeau de dire qu'on va faire de l'égalité, etc. Et puis en fin de compte, ça débouche sur rien du tout. Je rappelle quand même que sur la fraude fiscale, il y a une loi qui a été déposée en novembre 2015 et qui a sur 25 députés, il y en a 20 du Parti Socialiste qui vont très compte, et cet amendement permettait de savoir exactement ce que dépensaient les entreprises françaises étrangères sur le territoire français. Et il y a même dans les députés un député qui s'appelle Urvoas, qui est maintenant ministre de la Justice, qui a rejeté cet amendement. Donc les grandes déclarations, c'est comme l'inéligibilité, etc. On fait des gros discours, on balance ça parce que ça fait bien, on passe dans les radios, on passe à la télé. Mais quand je regarde moi concrètement ce qui arrive derrière, il n'y a pas grand-chose. Et on ferait peut-être mieux de s'occuper d'augmenter le salaire des salariés plutôt que d'essayer de baisser les rémunérations des grands patrons, quoi. Parce que le salaire des ouvriers, il y en a quand même un peu plus à augmenter qu'il y a de salaire des ouvriers à des patrons à baisser. Même s'il faut le faire. Sud Radio, le grand show de l'info. Philippe David. Et l'invité du grand show de l'info ce soir est Philippe Pascot pour son livre Du goudron et des plumes, publié chez Max Milo. Philippe Pascot, votre livre est basé sur des constats. Oui. Le premier est, il y a beaucoup plus d'élus truands qu'on le croit. Oui. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de populisme ? Mais on m'accuse de ce qu'on veut, c'est pas un problème. Moi, je n'ai fait que du factuel. C'est-à-dire, tout ce que j'ai écrit dans mes livres, dans les 3 livres, donc c'est-à-dire dans Délit d'élus, dans Pilleurs d'État, dans De goudron et des plumes, tout est factuel. On peut m'accuser et me taper dessus sur la forme, mais sûrement pas sur le fond. J'ai vérifié toutes mes informations et toutes les informations qui sont mises dans ces livres, et Dieu sait si les gens ouvrent des grands yeux, sont complètement fous en lisant le deuxième Pilleurs d'État, tout est vrai. Donc démontrez-moi que c'est pas vrai, c'est tout. Si vous m'accusez pour me dire que c'est pas vrai, allez-y, j'ai de quoi répondre. Quand je dis que c'est pas normal, et d'ailleurs à propos de pétition, j'en ai lancé une sur mesopinions.com, et j'aurais dû poser la question à Sébastien. Moi j'ai lancé une pétition qui est en train de circuler, qui fait beaucoup de voix, pour demander à ce que les élus aient tous un casier judiciaire vierge, B2, B3, pour être élus et réélus. Mais Sébastien qui n'hésite surtout pas à la signer. Allez sur mesopinions.com, aujourd'hui on fait du 1000 signatures par heure. 1000 signatures par heure. Ce qui est énorme. C'est énorme. Donc ça correspond bien. Comment aujourd'hui, il y a 396 métiers où il faut un casier judiciaire vierge, pas pour être élu. Alors, le second constat que vous faites est, je vous cite,
quand l'intérêt financier remplace l'intérêt général. Oui. Vous expliquez que certains élus touchent de 100 000 à 900 000 euros par an par des entreprises privées. Vous avez des exemples. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le poids des lobbyistes ? Je dis simplement qu'aujourd'hui, les élus, il y a beaucoup d'élus qui sont quand même relativement riches. C'est clair. Entre 100 000 et 900 000 euros par an, c'est pas relativement riche, c'est extrêmement riche. Oui, pour eux, c'est pas plus les indemnités. Bah oui. Puis c'est surtout marrant parce que j'ai regardé en détail, c'est surtout ceux qui gagnent ça qui ne reversent pas leurs indemnités, ils les gardent bien ceux-là. Donc il y a complètement une dichotomie complète entre le niveau des élus entre guillemets et les gens qui sont soi-disant là pour représenter. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, les élus, la plupart des élus sont hors sol. C'est un métier aujourd'hui d'être élu. C'est plus une vocation. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce Je peux vous dire qu'il y a des gens comme Manuel Valls, par exemple, que je connais bien, qui n'a jamais travaillé. Il a commencé sa carrière comme élu, comme assistant parlementaire, comme chargé de mission, comme maire adjoint, etc. Mais ces gens ne savent pas ce que c'est que le monde du travail. Donc c'est des gens qui connaissent plus le monde du travail, entre guillemets, je pèse mes mots, entre guillemets, et qui nous donnent des règles de plus en plus dures pour ce monde du travail. C'est des gens qui fréquentent les lobbying, les patrons. Moi j'ai trouvé un sénateur, je crois, qui quelque part, la moitié du salaire de son assistante est payé par une société japonaise. J'ai trouvé des élus qui avaient eu quelque chose comme 100 actions, sans société pour lequel ils possédaient des actions. Moi, j'ai un malaise quand je vois ça. J'ai du mal à comprendre que ces gens-là... J'en ai connu un autre qui départ dans 5 laboratoires pharmaceutiques. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout quand on vote des lois sur les médicaments. Oui. Et quand on sait pas que cette personne-là est toujours fourrée dans les commissions où on parle des médicaments. Je me dis quelque part comment c'est fait, ces gens peuvent être jugés partis. Alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça, Sébastien, écoute bien. Hein. Tous les élus ne sont pas pourris, tous les parlementaires ne sont pas pourris. Mais il y en a quand même une grosse minorité, il y a surtout une majorité d'élus qui ne disent rien. Alors votre troisième constat, c'est les déclarations d'intérêt général se transforment en actions d'intérêt personnel, notamment sur la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Ah bah oui, mais j'en parlais tout à l'heure, hein. Oui. C'est un truc de fou. Moi, je prends l'exemple d'un sénateur qui vient d'être condamné, qui était le premier à hurler, contre Cahuzac, qui disait que c'était inadmissible. On a découvert qu'il avait un compte en banque d'1,5 million en Suisse. Tiens, il doit faire partie de ceux qui sont revenus, qu'il n'avait pas déclaré. Parce qu'en plus, c'était de la fraude. C'est juste un oubli. Bah oui, 1,5 million, c'est pas grave. C'est juste un oubli. Et puis je fais partie des gens de la fraude fiscale. Là, j'ai découvert un autre. Là, j'ai reçu un chèque et les preuves il y a pas longtemps. J'ai découvert un élu qui, en 2013, était le rapporteur de la lutte sur la fraude fiscale. J'ai découvert qu'il s'est fait payer 3 costumes en faisant venir le tailleur dans l'Assemblée nationale. Et le tailleur, il passait même pas les contrôles. D'accord ? J'ai les 2 chèques, la photocopie de ces 2 chèques, des chèques de l'Assemblée nationale. Bon, je trouve que ces gens-là font des choses que ils demandent aux autres de pas faire. Donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais on peut parler de l'IRFM aussi, l'indemnité représentative de mandat. Allez-y, battez-vous contre ça. Ça, c'est vraiment une mesure, entre guillemets, que les gens comprendraient. Comment ça se fait qu'il y a plus de 200 députés qui sont payés leur maison personnelle avec cet argent de poche ? Est-ce que moi j'ai de l'argent de poche ? Mais qui est non imposable, c'est de l'argent de poche, c'est ce que je viens de dire. C'est pas imposable, ils font ce qu'ils veulent en France, on donne de l'argent, t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est pas normal et ça devient inadmissible. Alors qu'on me traite de poujadiste, de faire du populisme, ok. Mais je ne dis des choses seulement vraies. 4e constat que vous faites, des peines d'inéligibilité qui ne servent à rien. Ah oui, ça on l'apprend en lisant votre livre. Ça, c'est un bonheur. Ça, c'est comme l'amendement que vient déposer Sébastien, qui, à mon avis, n'ira pas jusqu'au bout, comme d'habitude. Le nombre de fois où j'ai vu des élus déposer des amendements, des lois pour l'inéligibilité, alors qu'ils savent que, constitutionnellement parlant, ça ne passera pas. J'ai même, dans mon livre, et je les ai référencés, des élus qui sont inéligibles et qui ont été élus. Inéligibles. Comment ils font ? Ils sont très forts. Le mec, il a été éligible, il s'est présenté, il a été élu. Il y a un préfet qui avait un petit peu de courage, qui a dit je vais faire un référé, je vais le faire tomber. C'est le préfet qui a été déplacé. C'est quand même très fort. C'est très fort. J'en ai un autre qui a été déclaré inéligible en Conseil des ministres. En Conseil des ministres. Il a été réélu. J'ai un élu qui a été condamné 8 fois, qui a été élu. J'ai un élu qui a fait des agressions sexuelles, qui a été condamné pour agressions sexuelles, qui est encore élu. C'est pour ça que je dis que la meilleure façon, c'est pas d'essayer C'est le casier vierge pour pouvoir être candidat. C'est le casier judiciaire vierge. Et là, suivez la pétition sur mesopinions.com. Allez la signer quand on sera 1 million, 2 millions de personnes à signer. Et j'engage tous les députés qui sont irréprochable d'aller la signer. Faites que pour être élu ou réélu, on ait obligation de présenter un casier judiciaire vierge. 5e constat que vous faites, des voix majoritaires à l'Assemblée nationale sont celles de repris de justice. Eh oui, je suis vraiment désolé. J'ai là aussi entendu un Premier ministre qui hurlait au moment de la motion de confiance, je ne prendrai pas les voix de Monsieur Thévenoud, je n'en veux pas, etc. Mais en même temps, il avait juste une phobie. Il avait juste une phobie où il payait pas. Il était même pas mis en examen. Donc Thévenoud, c'est de la roupie de Sansonnette. Il a fait toutes les plateaux télé dernièrement. Il a vendu 328 livres. Donc, mais bizarrement, on a fait un motus sur tous ceux qui étaient déjà condamnés. Et moi, j'ai une députée
qui à l'époque venait quand même à l'Assemblée avec un bracelet électronique, qui quelque part, elle a voté la motion de conscience. Ce qui est hallucinant, alors que le député et le sénateur font la loi. Pire que ça, c'est-à-dire que j'ai vu des lois qui sont passées grâce à sa voix, et comme en plus elle venait avec un pouvoir, de toute manière, si jamais il la laissait pas voter, avec son pouvoir, les lois ne passaient pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis, il y a des lois qui sont passées avec des repris de justice. Alors quelles sont les solutions pour vous? L'inéligibilité à vie? Ah ben non, j'ai pas parlé de ça, moi j'ai parlé de casier judiciaire vierge. Je suis pas Robespierre, je suis pas Judas. Pour les gens qui ont été définitivement condamnés. Mais non, quelqu'un qui est définitivement condamné, je veux dire, j'en ai il a un casier judiciaire. Oui, il a un casier judiciaire. Donc il peut plus être élu. Non, au bout de 3 ans, au bout de 9 ans, selon les délits, le casier judiciaire peut être effacé. Donc je suis pas non plus, on n'est pas Robespierre, c'est pas la peine d'envoyer les gens au goulag ou de les mettre sur une île à Cayenne. Donc le mec il est dit, mais par contre c'est sûr que si vous pouvez pas vous présenter parce que vous avez un casier judiciaire vierge qui n'est pas vierge, en politique si vous êtes plus là, vous êtes mort. C'est pour ça qu'ils arrivent. Donc si déjà le mec il est pas là pendant 3 ans, on est tranquille. Je rappelle quand même, et je le mets dans mon livre, que j'ai découvert un Premier ministre moi qui a été condamné, qui s'appelle Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui a été condamné à 2 millions d'euros, qui a pour une affaire de 2 millions d'euros avec des gens qui n'étaient pas très très clairs. Il a fait effacer ça son casier judiciaire. Donc on peut quand même après, mais pendant un certain laps de temps, on serait au moins débarrassé de ces gens-là. Mais est-ce que vous croyez pas qu'un des problèmes, c'est le cumul des mandats? Vous parlez des cumuls. Je voulais que je vous donne une petite histoire. Allez-y. Allez, on va parler d'une super loi qui passe en mars 2017. Écoutez bien les auditeurs de Sud Radio. Donc en mars 2017, on a fait une super loi qui est sur le non-cumul des mandats. En mars 2017. Mars 2017, pardon. Donc en mars 2017, il y a certains l'an prochain qui vont être obligés de lâcher leur mandat. D'accord, oui. Quand ils sont exact, oui. D'accord. Vous avez compris là, hein? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lâcher le petit mandat qui les arrange pas. C'est-à-dire que ce que je dis, le petit mandat qui permet à Santini de s'acheter ses cigares tous les mois. Mais le problème qu'on s'est pas rendu compte, et on est donc le pays qui a le plus d'élus au monde, c'est que ces mandats qui sont lâchés, il va bien falloir remettre des élus dessus. Donc on va réélire des élus encore. Si c'est un type de gauche qui laisse son mandat, il va laisser son petit mandat à un autre élu de gauche, un petit copain. Logique. On va aider. Logique. Le mec de droite, il va faire pareil. Donc de 618 000 élus, on va encore avoir plus d'élus. On est d'accord. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Comme ces gens-là vont un petit mandat, un tout petit mandat de 1 000 euros, 1 500 euros, on va nous expliquer, à grand renfort de médias, que si on veut que ces gens ne soient pas corrompus, si on veut que ces gens travaillent bien, il faut qu'ils aient une indemnité décente. Donc on va augmenter l'indemnité de ces gens-là, d'accord? Donc on va se retrouver en mars 2017 avec plus d'élus, plus d'indemnités et encore des élus alimentaires. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Les élus qui auront lâché leur petit mandat, eux, ils vont en se rendre compte qu'ils ont perdu de leur pouvoir d'achat. Bien sûr. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme monsieur Xavier Bertrand. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un petit truc sur un autre mandat, ils vont se faire augmenter. Donc plus d'élus, plus d'indemnités, plus d'élus alimentaires. Cette loi qui au départ était bonne, on l'a transformée en quelque chose qui va nous rouler la tête encore une fois. Philippe Pascot, dernière question. La France est-elle une république bananière? Alors, elle ne l'est pas, mais elle est en train de le devenir, mexicaine. Et j'ai très très peur, si on ne fait pas attention, qu'on est en train de glisser vers certains pays où la collusion entre les entreprises et les élus est tellement énorme que les seules personnes qui n'en bénéficient pas, c'est le peuple. Merci beaucoup Philippe Pascot. Nous vous souhaitons tout